Alors, vous savez, quand vous êtes passionné d'astronomie, vous connaissez pas mal d'observatoires, mais il y en a un qui est quand même assez emblématique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer, au moins d'y monter, voire d'y passer la nuit. C'est l'observatoire du Pic du Midi. Et on a l'honneur ce soir de recevoir son directeur scientifique. Donc on a ce soir l'honneur de recevoir Rémi Cabanac, qui est astrophysicien à l'observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse et directeur scientifique de cet observatoire, l'observatoire du Pic du Midi. Vous l'avez peut-être entendu dans les infos cette semaine, le Pic du Midi qui va tenter d'être classé à l'UNESCO. Alors nous, à Clermont, on connaît bien ces classements UNESCO. On a entendu parler pendant plusieurs années du classement à l'UNESCO de la chaîne des Puys. Donc Rémi, si tu veux, on pourra te donner quelques conseils pour comment faire classer le Pic du Midi donc à l'UNESCO. Merci Rémi. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis toujours très inquiet quand j'ai un public très nombreux parce que j'ai tendance à perdre un peu mes moyens, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Je vous remercie d'être venus très nombreux. Donc Nicolas m'a présenté, je travaille dans le même laboratoire que lui, enfin pendant très longtemps on a travaillé dans le même laboratoire et aujourd'hui il a été recruté à Marseille, mais il manque beaucoup à Toulouse, donc bon. Il revient de temps en temps, il vient observer au Pic du Midi, et il vient très souvent d'ailleurs, hein, et on est très content de l'avoir. Cette conférence a été préparée à deux, et en principe on devrait être deux là ce soir, mais Nicolas Bourgeois, qui est mon alter ego côté grand public, côté régie du Pic du Midi, est en train de rédiger pour moi le dossier de candidature et d'inscription au Pic du Midi, donc au patrimoine mondial. Donc il n'est pas là. Et il y a un autre nom que je voudrais mentionner avant de commencer, c'est celui qui est peut-être ici d'ailleurs dans la salle, c'est Luc Detwiller, qui est un expert en optique. Bonsoir Luc. Et donc si jamais vous avez des questions, c'est à lui qu'il faudra les poser, hein, c'est pas à moi, parce qu'il est expert à la fois en optique, en coronographie, et dans l'histoire du Pic du Midi, et beaucoup des planches que vous allez voir ce soir sont là grâce à lui. Donc, on va commencer par des événements qui ont eu lieu il y a quelques années dans un grand site d'observation aux États-Unis qui s'appelle le mont Wilson, où il y a eu des grands feux de forêt. Et cette image ici, elle représente vraiment la réalité qu'est la fragilité des grands sites d'observation. Alors on peut avoir une fragilité naturelle, comme ici par exemple des sites qui sont menacés par les activités humaines, hein, les conséquences des activités humaines, mais il y a aussi un risque beaucoup plus insidieux qui est de perdre la connaissance que l'on peut avoir des vieux sites patrimoniaux. Et le Pic du Midi, c'est un site très ancien qui a été menacé de très nombreuses façons depuis qu'il a été créé dans les années 1870 et qui revit année après année par l'enthousiasme, le dynamisme des équipes. Mais les grands sites d'observation, ils sont fragiles, ils coûtent cher à entretenir et ils coûtent cher à faire fonctionner. Et en dépit de leur apport, en observation, en connaissance objective, eh bien souvent on est obligé d'arrêter le fonctionnement de ces grands sites. Et donc ce soir, je vais essayer de vous convaincre que le Pic du Midi a une vocation patrimoniale, scientifique, spécifique. Quand on pense au patrimoine mondial, souvent on pense aux vieilles pierres, on pense aux églises, on pense aux châteaux, on pense aux sites archéologiques. Et la plupart des sites inscrits au patrimoine mondial aujourd'hui sont des sites inscrits pour des raisons purement patrimoniales, historiques. On protège les murs. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de préparer au Pic du Midi. C'est même une vision diamétralement opposée. Ce que l'on propose d'inscrire, c'est la dimension vivante et la dimension universelle de l'observation scientifique en haute montagne. Et donc, inscrire le Pic du Midi au patrimoine mondial, c'est inscrire la capacité de l'humanité à monter au sommet des montagnes et à les utiliser à des fins pacifiques, qui est de repousser le fond des connaissances et mieux connaître un petit peu notre environnement. C'est ce que, dans le jargon de l'UNESCO, on appelle la valeur universelle exceptionnelle d'un site. Inscrire un site au patrimoine mondial, c'est prouver à l'ensemble de l'humanité qu'il a une valeur universelle, une valeur exceptionnelle.
Alors ce soir, je vais essayer de vous emmener dans l'histoire du Pic du Midi, essayer de vous convaincre que cette valeur universelle exceptionnelle, elle est vraiment attachée à sa dimension à la fois scientifique, mais aussi à sa dimension pionnière de rencontre des communautés dans un espace restreint, et l'apprentissage d'une communauté à découvrir un milieu nouveau pour elle et à l'utiliser pour progresser. La valeur universelle du Pic du Midi, elle est d'abord par le fait que l'Observatoire du Pic du Midi est le premier et le plus ancien observatoire de haute montagne du monde. Et dans ce sens, il est à la fois un moteur et un témoin absolument déterminant du mouvement international qui a commencé au milieu du XIXe siècle et qui a consisté à utiliser les pics, les sommets d'altitude pour développer la science. Alors on pourrait commencer l'histoire du Pic du Midi à bien des moments, y compris au début de l'Antiquité, mais j'ai décidé de commencer avec le XIXe siècle par ces deux images qui représentent de terribles naufrages de bateaux dus au fait qu'à l'époque où ces bateaux circulaient, on connaissait très mal la météorologie. Bon, la météorologie est un petit peu magique. On ne savait pas prédire quel temps il allait faire le lendemain. Et donc il y a eu des épisodes extrêmement intenses, notamment pendant la guerre de Crimée, où toute la flotte française a été victime d'un naufrage catastrophique et le ravitaillement des hommes sur la mer Noire a été très compliqué. Et donc à partir de ce moment-là, la météorologie est devenue une science stratégique. Et les États ont commencé à vouloir maîtriser cette dimension un petit peu magique de la météorologie. Et partout dans le monde, et en France en particulier, on a commencé à essayer de trouver les meilleurs endroits pour faire la météorologie. Alors c'est le cas du Puy-de-Dôme, bien sûr, qui est un des sites majeurs de l'observation météorologique, en même temps que le Pic du Midi. Et donc dans les Pyrénées, le Pic du Midi a été considéré comme étant cette première... cette montagne relativement proche et relativement haute qui puisse être utilisée pour faire de cette météorologie. Alors bien sûr, quand on ne voulait pas voyager dans l'espace comme celle-ci, bien, il fallait se trouver à mi-chemin entre le ciel et la terre, des endroits où on pouvait observer, et le Pic du Midi était relativement accessible pour pouvoir observer. Et donc vous avez ici les images des premiers sites qui ont été développés à cette époque-là, dans les Alpes, bien sûr, au Pic du Midi, avec l'hôtellerie de Sancourt, et aussi aux États-Unis, ailleurs dans le monde, des premiers sites, à peu près tous à la même époque. Vous voyez, c'est dans les années, la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, ce sont les stations pionnières en altitude qui ont servi à l'humanité pour commencer à prendre des mesures objectives des données météorologiques et des données climatologiques. Et vous avez ici une carte qui représente tous ces sites par année en abscisse avec leur altitude en ordonnée. Et vous voyez que le premier, c'est bien le Pic du Midi au col de Sancourt, dans les années 1860, entre 1850 et 1860. La première station en altitude a été démarrée à 2300 mètres. Et puis, un petit peu plus tard, dans les années 1880, on a installé la station au Pic du Midi. Et très vite, quand on a monté au Pic du Midi, on a commencé à observer le ciel et on s'est aperçu que la qualité du site dépassait très largement la météorologie. On pouvait faire d'autres sciences, et en particulier de l'astronomie. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, on construisait les observatoires aux abords des grandes villes. Mais le monde change rapidement. L'éclairage public, l'étalement des villes et leur pollution limitent les possibilités des astronomes. Alors que faire lorsque les portes du ciel se ferment au moment où l'on trouve de quoi l'explorer comme jamais auparavant? En 1856, on découvre qu'en haute altitude, l'atmosphère plus ténue et moins polluée permet d'observer les astres avec une précision inégalée. L'avenir de l'astronomie se précise. Il doit prendre de la hauteur. Mais où seront les visionnaires suffisamment téméraires pour installer des observatoires en des lieux où l'homme n'ose poser les pieds? Dès 1880, les Américains se lancent à l'assaut de montagnes accueillantes et y bâtissent les plus grands observatoires du monde. Les Français se risquent à des solutions plus incertaines, les cimes du Mont Blanc et du Pic du Midi de Bigorre.
la colonisation scientifique du toit de l'Europe dure 10 ans. Mais la montagne finira par engloutir la station dans laquelle furent révélées les meilleures images du Soleil de l'époque. À partir de 1878, Nansouty et Wassenaar résistent à l'hostilité du pic et y bâtissent la première station scientifique de haute montagne au monde. Les instruments installés révèlent d'excellentes conditions d'observation. Wassenaar aménagera ainsi le sommet jusqu'à sa mort, espérant y voir s'élever des coupoles. À l'aube du XXe siècle, Benjamin Bayot donne vie à ce projet fou. En 1908, après 2 années d'ascension du matériel, la première coupole du pic est enfin achevée. Coupole astronomique, donc. L'astronomie commence à être pratiquée au Pic du Midi et dans d'autres sites. Beaucoup de sites sont construits très proches des villes. Et en particulier ici, vous avez le site vu de Los Angeles, du mont Wilson, en 1900 et en 2010. Et bien sûr, on voit apparaître la pollution provoquée par les activités humaines et en particulier par la lumière. Et très vite, les premiers observatoires construits en haute montagne deviennent totalement inutilisables. Au Pic du Midi, on a la chance d'être suffisamment loin et suffisamment éloigné des stations et des villes pour garder un ciel relativement propre. Et vous avez ici un time-lapse qui a été fait cette année de la pollution lumineuse. Et vous allez voir que, comme au Pic du Midi, on a installé une réserve de ciel étoilé, les villes et la pollution lumineuse diminuent avec le temps. Donc regardez, je lance c'est entre 10h du soir et 11h et 1h du matin. Vous allez voir que petit à petit, les lumières diminuent pour donner un ciel de plus en plus noir. Et alors ça a l'air tout à fait faible, mais en réalité, vous avez un facteur 2 ici de diffusion, de suppression de diffusion de la lumière. Ce qui veut dire que les villes ici diminuent leur impact parce qu'elles appartiennent à cette réserve internationale de ciel étoilé qui a été créée autour du Pic du Midi. Donc nous avons un site que l'on réussit à préserver. Et vous voyez ici, les bandes vertes et rouges, ce sont des bandes d'airglow. Donc c'est l'émission elle-même de l'atmosphère, ce n'est pas une pollution lumineuse qui est due aux villes. On recommence. Hop. Et une première diminution à 23h et une deuxième à 1h du matin. Et la nuit est tout à fait propre pour le reste du temps. Et donc le Pic du Midi, à partir des années 1906, commence à devenir une station d'observation astrophysique. Et vous voyez ici les grands sites d'observation, de nouveau la même frise qui commence en 1870 et qui finit en 1950, avec les premiers grands sites d'observation internationaux, pratiquement tous aux États-Unis. Il s'agit des observatoires de la côte californienne. Et vous voyez que le Pic du Midi est à la fois le plus haut et le plus ancien à observer, avec le lit qui est un petit peu plus bas. La grosse différence que vous avez entre le Pic du Midi et tous les autres, c'est que des routes montent jusqu'au sommet de tous ces observatoires californiens, alors que le Pic du Midi, lui, il n'a pas de route encore. C'est un site qui est inaccessible par voie carrossable. Et donc, on n'a pas exactement les mêmes conditions de fonctionnement. Mais on apprend à travailler dans des conditions extrêmes, l'hiver, dans toutes ces stations. Et le Pic du Midi, qu'on retrouve ici, regroupe un petit peu les caractéristiques de tous les sites qu'on peut avoir un petit peu ailleurs et est un petit peu le précurseur de la façon dont on va apprendre à fonctionner dans les années du XXe siècle et en particulier dans la deuxième partie du XXe siècle avec les grands observatoires qui apparaissent au Chili et à Hawaï, qui sont donc les descendants des premiers efforts pionniers du Pic du Midi. Et si on prolonge donc cette frise jusque dans les années 30, vous voyez l'apparition de tous ces sites postérieurs au Pic du Midi, qui est vraiment le pionnier intégral et qui, en gros, donne la méthode pour développer ces grands observatoires dans la suite de l'histoire de l'astronomie terrestre. Vous avez ici une cartographie qui a été réalisée par quelqu'un qui a étudié, qui s'appelle ABIM, qui est un logiciel tridimensionnel d'analyse historiographique du Pic du Midi. Et vous avez l'évolution du Pic du Midi à travers le temps, ce qu'on appelle les états de référence, du sommet
au fur et à mesure des années. Et vous voyez, quelque chose d'extrêmement frappant, c'est que le pic du Midi s'est développé de façon stratigraphique. Comme il y a très peu de place au sommet, je vais le redémarrer, on se développe en construisant les bâtiments les uns par-dessus les autres. On commence par la matrice de l'observatoire, avec les premiers bâtiments, le blocos météo, tout de suite une première coupole en 1906, et puis les autres bâtiments, en particulier le développement majeur du pic du Midi, le post-Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est le site tel qu'il est aujourd'hui en 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé, d'un point de vue architectural, la structure des... toutes les couches du pic du Midi se retrouvent aujourd'hui, ici codé en couleur, vous voyez tous les états de référence, et on retrouve les bâtiments les plus anciens jusqu'aux plus récents par couche stratifiée. C'est très important de prouver une authenticité, une intégrité du site que vous voulez défendre au patrimoine de l'UNESCO, et on a un témoignage de toutes les époques du pic du Midi à travers cette analyse qui a été faite, qui est importante, et y compris des modes constructifs et du fonctionnement et de l'utilité de chacune des parties du pic du Midi. Donc c'est un site pionnier. Deuxième caractéristique du pic du Midi, c'est un patrimoine vivant. Un patrimoine vivant qui est un acteur à la fois exceptionnel, mais aussi particulièrement puissant d'une forme de relation d'humanité avec la nature, et où l'une et l'autre se conjuguent pour permettre la conquête et l'usage pacifique de cette montagne et de hautes montagnes. Donc, quelques exemples de cette construction à travers les âges et de cette construction harmonieuse. Vous voyez que les bâtiments s'intègrent parfaitement dans la morphologie et les formes de la montagne d'altitude. On retrouve le blocos ici, cette photo elle date de 1881. Donc vous avez les bâtiments techniques, les bâtiments d'habitation, et puis la zone d'observation. On n'a pas encore de télescope astronomique. Et vous avez ici les deux grands pionniers du pic du Midi, l'ingénieur Vosna qui a construit quasiment tous les bâtiments jusqu'en 1882, et le premier général de Nansouty, qui est le premier directeur du pic du Midi. Et ces deux hommes, les deux pionniers, ont commencé à faire les observations du col de Sancourt dans les premières dizaines d'années du pic du Midi. Ils ont construit la montagne pratiquement à main nue depuis les débuts, et ils ont appris surtout, chose qu'on ne faisait pas au départ. Pour nous, les montagnes étaient quelque chose d'extrêmement périlleux et de dangereux. Ils ont appris à fonctionner dans ce milieu d'une dangerosité et avec un extrême climatique énorme. Ils ont appris à travailler, à devenir montagnards pour faire progresser la science. Et ils n'étaient pas seuls. L'Observatoire du Pic du Midi s'est construit avec une communauté. C'est construit avec les communautés locales qui ont très vite saisi la puissance de l'aventure et qui ont participé par leur travail. Vous avez ici les bergers qui sont devenus porteurs et qui ont monté pendant des années, jusqu'en 1948, toutes les denrées du Pic du Midi, tous les matériaux, tous les liquides, les fluides, qui ont permis aux chercheurs et aux scientifiques de pouvoir fonctionner. Et c'était monté à dos d'homme et à dos de mule. Vous avez ici deux images magnifiques des porteurs eux-mêmes et des scientifiques qui montaient avec leurs instruments par voie de falaise. Situé à près de 3000 mètres au cœur des cimes neigeuses des Pyrénées, l'observatoire du Pic du Midi dresse sa coupole. D'ici, on peut apercevoir à la fois les rives de l'Atlantique et de la Méditerranée. 5 hommes vivent dans la plus haute station scientifique d'Europe, poursuivant leurs remarquables recherches dans le domaine spectrographique, photométrique et même cinématographique. Et c'est ainsi que, sous la direction d'Henri Camichel, les astronomes sont parvenus à filmer récemment pour la première fois un document sensationnel, la rotation de la planète Mars. Prise de vue qui a été rendue possible grâce à l'éternelle pureté de l'air à cette haute altitude. Entre deux observations, on s'occupe du déjeuner.
France Actualité accompagne aujourd'hui la caravane qui va monter ravitailler en vivres et en instruments ceux qui ont été surnommés les isolés du monde. La dure montée se prolongera durant 8 heures. Un court instant de repos. Le sommet est encore loin. Par une pente de 45 degrés, l'ascension se poursuit tandis que la tempête se lève. Un vent de 100 km battant le roc ne ralentit pas la marche de la courageuse équipe, ni celle de notre opérateur qui ne pense qu'à son reportage. Enfin, c'est le sommet. L'arrivée de la petite caravane n'interrompt pas les travaux des savants qui, souvent sans prendre aucun repos, ne pensant qu'à la science, continuent les expériences dont ils feront connaître ensuite les résultats à tous les observatoires d'Europe. Alors ce petit film montre très bien la difficulté que pouvaient avoir les équipes déjà d'accéder au sommet en hiver et comme en été, et de montrer que dans le passé, sans route, sans téléphérique, c'était compliqué de monter. Aujourd'hui, quand le téléphérique ne fonctionne pas, on continue d'utiliser les moyens du bord. Et un moyen ici tout à fait intéressant, c'est l'hélicoptère. Voilà, j'imagine que certains d'entre vous ont très envie d'essayer ça, moi pas du tout, mais bon. Et heureusement, je ne l'ai pas fait, mais c'est comme ça qu'on monte et qu'on descend quand il n'y a plus de téléphérique au sommet en hiver. Et vous voyez que l'hiver, c'est arctique, et on continue aujourd'hui de déneiger en permanence. Vous avez des équipes qui déneigent côté de la régie, et des équipes qui déneigent les coupoles, qui les dégivrent, pour que l'on puisse continuer les observations dès que la météo le permet. Et donc cette façon d'apprivoiser la montagne, de se transformer en montagnard pour les scientifiques, c'est pas naturel, c'est quelque chose qu'on apprend et qui fait partie de cette dimension exceptionnelle du sommet, de cette puissance intrinsèque du pic du Midi que l'on voit ici par le côté est au début de la journée. Et on est en train de déneiger, ici vous voyez la volute de la cheminée, vous voyez le vent vient du nord ici, donc on recrache la neige du côté ravin nord, mais le vent est tellement fort que la neige est rejetée du côté sud. Le nord est côté droite, le sud est côté gauche. Vous voyez que hop, la neige est soufflée vers le côté sud de la montagne. Et donc la montagne aujourd'hui, en hiver, reste un objet extrêmement délicat à gérer. Vous voyez de nouveau, on voyait la même image ici, vous voyez le vent qui souffle la neige d'un bord à l'autre. Donc, voilà, un sommet extrêmement compliqué à développer et à utiliser dans le passé et encore aujourd'hui. Et donc, cet apprentissage ici, il fait partie de cette valeur, de cette exception, de cette conquête pacifique de la montagne, où la montagne a formé les hommes, a formé des scientifiques, a formé les porteurs, de façon à pouvoir développer cette science. Alors, la science au Pic du Midi, c'est 150 ans d'histoire. Je vous ai montré ici les premières images, les premières prises météorologiques du général de Nansouty. Donc c'est le général qui est monté au Pic du Midi tous les jours à 1 heure et qui prenait des prises de mesure de température. Et vous voyez ici, j'ai agrandi, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué ozone. Et donc cette courbe-là est une courbe d'ozonométrie prise par technique de chromatographie qui avait été inventée juste quelques années auparavant et qui a été appliquée par Nansouty à l'époque, donc méthode tout à fait innovante à l'époque. Et cette méthode, on y reviendra, mais c'est les premières mesures qui ont été faites dans l'histoire de l'humanité
de la quantité d'ozone contenue dans la troposphère avant l'ère pré-industrielle. Et donc, c'est les seules mesures qu'on ait pu faire de la quantité d'ozone. Il ne s'agit pas de l'ozone qui nous protège, stratosphérique, c'est l'ozone troposphérique qui est un polluant. Alors, bon, j'ai pris juste quelques images rapidement de la science historique qui a pu être faite, puis ensuite je vais basculer sur le côté scientifique actuel de ce qu'on fait au Pic du Midi aujourd'hui. Et ça, j'ai pris énormément de données sur le travail remarquable de Luc de Villers. Donc, en 1907, découverte des rayons cosmiques au Pic du Midi. Donc, en 1907, Albert Nodon monte avec un électromètre à feuille d'aluminium et il s'aperçoit que l'ionisation mesurée sur ces feuilles d'aluminium varie et il associe cette variation à un corps extérieur ionisant. Et donc, il découvre en réalité des rayons cosmiques qui sont des atomes qui nous proviennent de l'extérieur, principalement du Soleil, et qui bombardent la haute atmosphère. 1909, dès que le premier télescope est installé sur la montagne, la coupole Bayot, un astronome observe Mars, Baldet. Et Baldet, lui, il pensait qu'il y avait des canaux sur Mars, comme la plupart des astronomes un petit peu passionnés sur Mars à l'époque. Et donc, lui, quand il fait ses observations, qui sont d'une très grande précision, c'est des photos qui ont été reproduites par Dollfus un peu plus tard, elles montrent un Mars, une cartographie très fine de la surface de Mars. Et Baldet dit « j'ai trouvé les canaux ». Voilà. Donc, et puis, son collègue de Meudon reprend les mêmes images et lui dit « non, 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 tu viens de prouver que les canaux n'existent pas ». Les canaux martiens. Donc, 1909, réfutation des canaux martiens par les astronomes du Pic du Midi. 1928, alors je le mentionne, il ne s'agit pas d'une découverte scientifique, mais il s'agit de la première ascension féminine du Pic du Midi par la femme du fameux spéléologue Casteret, Elisabeth, qui monte avec lui en 1928, et après, les femmes ont commencé à monter au Pic du Midi régulièrement, et notamment la femme de Bernard Lyot. Vous voyez cette photo qui est très mauvaise ici, vous montre le premier coronographe de Lyot, 1929. Cette opticienne de génie invente la technique de coronographie, qui est une éclipse artificielle à la surface du Soleil, qui permet de voir le bord du Soleil et donc les protubérances, les boucles magnétiques, et de comprendre la physique de la chronosphère. Et donc Bernard Lyot invente la chronographie, il monte avec son épouse, et vous voyez ici en place le premier chronographe qui a utilisé les planches du plancher de l'observatoire, parce qu'il n'avait pas rien pour couvrir son tube optique. Donc il a arraché les planches de l'observatoire, le directeur était absolument insupportable, était extrêmement fâché contre lui. Et aujourd'hui, ce chronographe est visible à la bibliothèque de Meudon à Paris. Et on voit ici, en train de monter en 1936, le troisième chronographe de Lyot. Donc Lyot a raffiné sa technique. Et aujourd'hui encore, alors ça, il s'agit d'un time-lapse de ce qu'on peut faire avec un coronographe. Donc, en 1929-1930, ces premières images ont vraiment révolutionné la physique solaire, et le Pic du Midi est devenu, à partir de ce moment-là, un des très grands sites d'observation du Soleil, il l'est encore aujourd'hui. On avance un petit peu dans l'histoire, jusqu'à l'apparition des premiers télescopes. Alors le premier télescope du Pic du Midi, c'est un télescope de 60 cm, réfractaire. Ce télescope a été offert par un astronome qui s'appelait Jean Tillier, qui était un astronome de religion juive, en tout cas d'origine, qui est monté au Pic du Midi dans les années 43 et qui est resté au pic, qui a été protégé par le sommet. Et pour remercier la montagne de l'avoir protégé, Jean Tilly a offert son télescope et sa coupole, qu'on voit ici sur le site initial du site. Et ce télescope a servi à faire énormément de premières dans le domaine de l'observation des planètes. Alors, je vous rappelle qu'on est avant l'ère spatiale, on n'a pas encore des sondes. La seule façon de voir les planètes du système solaire, c'est de les observer avec des télescopes terrestres. Le Pic du Midi est un site d'excellente qualité, on y voit des choses très intéressantes. On découvre la rotation rétrograde de Vénus, c'est un certain Charles Boyer qui l'a fait, avec Camichel. Il se trouve complètement sur la valeur de cette rotation, mais en tout cas, il découvre qu'elle est rétrograde. Les anneaux de Saturne sont observés multiplement, jusqu'à d'ailleurs un ancien directeur du PIC qui découvre que l'intervalle entre les anneaux de Saturne, qu'on appelle la division Cassini, n'est pas vide. Et par le truchement du directeur, il prévient
la NASA, l'ESA et la NASA, et la sonde Pioneer qui devait passer dans la division Cassini et dévier grâce à cette observation, puisqu'on découvre qu'en fait, il y a que cette division n'est pas vide. Et puis bien sûr, il y a l'observation de la Lune par le télescope de 1 mètre, qui a été payé par la NASA pour ça. On est dans les années 50. On ne connaît pas la Lune assez bien pour pouvoir faire allunir des fusées. Le programme Mercury est lancé, et donc la NASA paye des télescopes un petit peu partout dans le monde, y compris au pic du Midi, pour qu'on puisse cartographier la Lune et trouver un site d'alunissage pour que Apollo 11 puisse atterrir. Et donc, le pic du Midi participe à cette aventure. Les années d'après-guerre sont des années tout à fait intéressantes pour le pic du Midi en tant que développement à la fois des infrastructures et de la science. On commence à faire de la physique de la matière, qu'on appelle aujourd'hui physique des particules. On se sert des rayons cosmiques comme des collisions naturelles pour pouvoir étudier la fabrique de la matière. Et vous avez ici une photographie d'une collision, d'une découverte d'une particule plus massive que le proton. Le pic du Midi trouve pour la première fois des particules élémentaires qui sont plus massives que le proton. Ils ont appelé ça l'hyperon. Alors bien sûr, on n'avait pas les outils à l'époque de mécanique quantique qui nous permettaient de comprendre ce qu'on voyait, mais on pouvait mesurer la masse des particules avec cet énorme électroaimant ici qui a été monté. L'histoire de la montée de cet électroaimant au pic du Midi est absolument épique. Et vous avez ici l'équipe des astronomes qui ont observé, des physiciens. Ce grand bonhomme ici, il s'appelle Blackett et il avait un prix Nobel de physique. Celui-ci s'appelle Occhialini et celui-ci s'appelle Kozin. Lui aussi était juif et lui aussi est monté au pic du Midi parce qu'il ne pouvait pas aller en Allemagne à l'époque, à la Jungfrau, parce qu'il était juif. Donc il est venu faire la physique des particules avec Blackett. Donc vous voyez, la science, elle n'est jamais totalement indépendante de la politique. La science évolue avec le temps, elle se développe. Beaucoup d'astronomie nocturne se développe dans les années 60, 70 et 80. Bien sûr, l'observation du Soleil, mais aussi l'observation des petites planètes. Et puis le grand télescope qui est derrière, on est dans les années 1975 ici. Alors ce qui est très frappant dans cette image, c'est que la quasi-totalité des expériences que vous voyez, je les ai nommées ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, elles ont toutes disparu. Elles ont toutes été remplacées par de nouveaux télescopes. Entre les années 80 et aujourd'hui, le site a été complètement changé. La science évolue. Vous voyez ici une image du même site en 2024, où vous avez à la fois de nouveaux bâtiments et des coupoles qui ont été déplacées, des instruments qui ont complètement disparu. Le site du pic du Midi est un site vivant. Et aujourd'hui, que fait-on au pic du Midi? Alors aujourd'hui, il y a deux domaines thématiques qu'on observe au pic du Midi. Il y a l'astronomie, bien sûr, nocturne, l'astronomie solaire diurne, et il y a l'aérologie. Et on va voir un petit peu les grands domaines thématiques. Vous avez ici une petite animation qui vous montre ce qui se passe quand on observe avec le télescope. Donc vous avez la grande coupole ici qui tourne, l'opercule qui va s'ouvrir, avec la calotte qui permet d'emmener le trou dans toutes les directions. Le télescope dans sa monture équatoriale qui pointe vers le nord, donc permet de suivre les étoiles sur un seul axe. Et là, on est en train de pointer sur une étoile dont la lumière arrive sur le miroir primaire et réfléchit sur le miroir secondaire, repasse à travers le miroir primaire. Et là, le rôle du télescope s'arrête. Donc le grand œil a récupéré la lumière. Tout ce qu'il y a derrière, c'est le cerveau du télescope, c'est l'instrument. Et cet instrument, c'est un instrument exceptionnel qui nous permet de mesurer les champs magnétiques à la surface des étoiles. Donc vous mesurez ici la vibration de la lumière, la polarisation, vibration spatiale, à travers cette série d'optiques. Et vous obtenez donc une information qui vous permet de récupérer la morphologie de l'objet, même s'il est totalement irrésolu. Puis une fois que cette lumière a été analysée, la vibration spatiale, vous prenez cette lumière et vous l'envoyez dans une deuxième partie de l'instrument. Vous voyez ici le faisceau lumineux passe à travers la fibre optique et descend jusqu'au niveau 1, où il y a une deuxième partie du cerveau du télescope, une partie est accrochée au télescope, la deuxième est là-dedans, dans cette enceinte triple, où on conserve à la fois la pression et la température dans les éléments les plus sensibles optiquement. Donc la lumière arrive dans cette table optique, elle est réfléchie, elle est injectée dans un miroir, disséquée pour augmenter la résolution,
et la lumière ensuite passe à travers une série d'optiques qui va prendre cette lumière et la disperser temporellement, c'est-à-dire récupérer le spectre de l'objet. Donc en gros, c'est l'arc-en-ciel de la lumière. Et c'est la combinaison entre la partie spatiale, la vibration spatiale et la vibration temporelle que l'on récupère ici, qui nous permet d'extraire les champs magnétiques à la surface des étoiles. Et donc aujourd'hui, cet instrument est le meilleur du monde pour analyser les phénomènes magnétiques à la surface des étoiles. Alors en réalité, quand on fait ça, on fait à peu près la même chose que ce que fait le coronographe directement sur le Soleil, en allant chercher les taches à la surface du Soleil. Et nous, on observe ces taches sur des étoiles qui sont à des centaines d'années-lumière de nous. Donc aujourd'hui, que fait-on au télescope Adranio? Eh bien, on mélange de la spectroscopie et de la polarimétrie. La spectroscopie, c'est prendre la lumière de l'objet, la disperser, donc c'est la vibration temporelle, hein, donc c'est l'énergie de l'étoile qui est répartie dans les différentes couleurs. Et quand on zoome cette partie-là, on s'aperçoit qu'elle contient aussi des raies d'absorption, un petit peu le code génétique de l'étoile, et c'est ce code génétique qui nous permet de récupérer les informations physiques à la surface de l'étoile. Et la polarisation, elle, nous donne la structure magnétique à la surface des étoiles. Donc vous voyez cette espèce d'objet qui tourne ici, c'est une étoile très jeune qui s'appelle SUOR, qui a été observée ici avec Narval. Et cette étoile naissante montre un champ magnétique extrêmement complexe. Alors, ce qui est amusant, c'est de repousser le front des connaissances et de réfuter les modèles qui ne marchaient pas. Et en particulier, les étoiles jeunes, on pensait qu'elles avaient toutes des champs magnétiques extrêmement réguliers. Et vous voyez que ça part dans tous les sens. Hein. Vous avez des lignes de champs magnétiques qui se referment sur elles-mêmes, d'autres qui partent dans l'espace, ici, en bleu. Et donc cette modélisation magnétique, qui est une représentation modélisée de la surface des structures magnétiques, eh bien, on ne la comprenait pas. Hein. Alors aujourd'hui, on a dû refaire des modèles pour essayer de comprendre comment on peut avoir des modèles aussi complexes, magnétiquement parlant. Narval observe uniquement dans la partie visible du spectre, c'est-à-dire qu'il voit des étoiles visibles. Le problème, c'est que les étoiles, quand elles naissent dans des nuages moléculaires qui sont opaques à la lumière visible, et on ne peut pas voir à travers, on ne peut pas voir leur naissance. Pour ça, il faut un nouvel instrument, qui s'appelle SPIP, et qui va arriver en septembre de cette année. Et cet instrument observe dans l'infrarouge, donc on doit l'enfermer dans ce qu'on appelle un cryostat, une gigantesque boîte qu'on met sous vide, à 10 puissance 1 millionième d'atmosphère, et qu'on refroidit à moins 100, pour éviter que les optiques même de cet instrument n'émettent leur propre lumière. Donc vous avez ici un ingénieur qui est en train d'aligner les pièces optiques et de tester le précurseur de cet instrument qui s'appelle Spirou. Et vous voyez ici, c'est l'instrument qui est pratiquement fini, et on a hâte de le recevoir au pic du Midi. Quel est l'objectif de SPIP? Eh bien, c'est de voir à la fois les systèmes naissants, planétaires, comme le Soleil, donc d'observer des jumeaux solaires à très grande distance, jeunes, et de voir comment ça s'est passé autour de nous il y a 5 milliards d'années. Notre système a 5 milliards d'années, on ne peut pas remonter le temps. En revanche, on peut aller observer de jeunes systèmes planétaires qui sont en train de se former. Donc c'est l'objectif, un des objectifs de SPIP. Et vous avez un deuxième objectif ici qui a été inventé par l'astronome qui a conçu la bonnette du télescope, qui permet de combiner le signal de SPIP et de Narval. Donc Narval, c'est l'instrument qui observe dans le visible, et SPIP, c'est l'instrument qui observe dans l'infrarouge. Et en combinant les deux, on peut reconstituer, à partir de la polarisation des étoiles, la surface des étoiles et leur évolution. Vous voyez ici, la date, elle évolue, 2016 jusqu'à aujourd'hui, et on s'aperçoit qu'on peut reconstituer la structure de l'étoile à sa surface, avec un télescope de 2 mètres et la polarisation. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait la même chose sur cette étoile-là, sur l'étoile Bételgeuse, avec les instruments terrestres, ce qu'on voit, c'est ça, ici. Avec le télescope spatial, on voit ça. Et quand on combine le VLT en un gigantesque télescope qu'on appelle un interféromètre, on voit ceci. D'accord? Donc vous voyez qu'avec un tout petit télescope de 2 mètres au pic du Midi, un instrument très intelligent et très puissant, on est capable de reconstituer un modèle de surface stellaire de façon aussi puissante que 4 télescopes de 8 mètres séparés de 200 mètres les uns des autres, dont on reconstitue l'image. Et donc le message ici, c'est qu'il ne faut pas forcément dépenser beaucoup d'argent pour avoir quelque chose d'intelligent, il faut vraiment mettre de l'intelligence Et l'intelligence, elle est là. Elle est dans cet instrument ici, qui a été construit récemment, et qui est le seul au monde à pouvoir
analyser à la fois la partie infrarouge de la polarisation et optique de la polarisation dans un seul objet. Et SPI va nous permettre en plus d'aller détecter des planètes de la taille de la Terre dans des zones habitables, hein, avec des océans, des atmosphères à la surface de ces objets, et donc de les détecter et de plus tard peut-être les suivre pour voir si elles n'auraient pas des formes de biologie. Alors pour pouvoir faire ce genre de choses, eh bien, il faut développer toute une série de capacités, et notamment ici vous avez la séquence d'aluminisation du télescope de 2 mètres, qui est, vous savez, un télescope optique ou un miroir de télescope que vous avez ici. C'est un miroir de première surface. Ce n'est pas comme dans votre salle de bain où la surface réfléchissante est derrière le verre, donc protégée. Là, on met l'aluminium directement sur le miroir et donc il s'abîme. Donc régulièrement, il faut le réaluminiser. C'est ce que vous voyez ici, hein, où on enlève la surface d'aluminium et on la remplace. On le met dans cette grande cuve à aluminure, qui est une cuve sous vide. Et une fois qu'elle est bien nettoyée, on accroche de l'aluminium autour de ces filaments de tungstène. L'aluminium se dépose par sédimentation un petit peu partout. Et une fois le processus fini, eh bien, vous avez un télescope tout propre. Et complètement aluminisé, vous voyez, le télescope ici est tout propre, et donc on le reprend, on le remonte de la cave, parce que le travail se fait ici, on le remonte jusqu'au télescope, on le réaccroche sur le télescope, et on finit par avoir un télescope propre qui peut fonctionner pendant 2 ans. Donc vous voyez, c'est ce genre de technique où ça se développe, et ça doit s'apprendre dans le temps. Et ce développement technique, il est absolument indispensable d'en garder les compétences sur la montagne. Ça fait partie de la difficulté de faire fonctionner un observatoire d'altitude ou un site d'observation. Alors vous avez ici la science que l'on fait aujourd'hui avec le coronographe. Vous voyez, cet instrument ici, c'est le plus grand coronographe du monde qui vient d'être installé cette année et qui commence à observer le Soleil et qui observe en particulier une zone intermédiaire entre les protubérances que vous avez ici et la couronne très chaude du Soleil, et qui va nous permettre de comprendre pourquoi la couronne chaude de plusieurs millions de degrés est plus chaude que la surface elle-même qui est à quelques milliers de degrés. Voilà, les petits télescopes servent à observer les planètes de notre système solaire, les petites planètes qui sont des corps qui ont très peu évolué dans l'histoire du système solaire. Donc quand on veut connaître les fossiles du système solaire, en quelque sorte, on va observer ces petites planètes. Et donc on utilise le télescope de 1 mètre pour ça, et le télescope de 1 mètre sert aussi pour faire énormément de formations, à la fois sur les masters, sur les écoles européennes, et de former les enseignants du secondaire aussi. Avec ces petits télescopes, le télescope de 1 mètre et le télescope de 50 cm. Et vous avez ici une mesure de ce qu'on appelle un transit, c'est-à-dire une planète est passée devant une étoile. Et vous voyez l'étoile, avant que la planète passe devant, elle avait cette lumière-là, puis la planète a mangé une partie de la lumière, elle a fait une mini-éclipse à la surface qu'on observe, on appelle ça un transit. Et ce genre de mesure est très très intéressant pour, quand le télescope est suffisamment grand, aller détecter l'atmosphère de la planète en question et sa composition. Voilà, donc j'arrête là la dimension astronomique et je passe maintenant à l'autre grand domaine thématique d'observation du pic du Midi actuel, qui est l'observation atmosphérique. Le pic du Midi, c'est vraiment une sentinelle de surveillance de notre atmosphère, de notre biosphère et de l'impact de notre humanité sur cette biosphère. Et vous avez ici une mesure de l'évolution de la température depuis qu'on fait des mesures. Donc ici, on a un outil, et puis ici, on a nos instruments modernes. Et vous voyez que la température évolue. Alors c'est très bruité, bien sûr, mais il n'y a aucun doute. Depuis 1880, la température a augmenté de 2 degrés. Donc quand on parle de l'augmentation de la température de 2 degrés avant l'ère pré-industrielle, c'est déjà fait. Donc tout ce qui augmente après ça, c'est plus que 2 degrés. Et la cause, elle est bien connue, bien sûr, c'est celle qu'on mesure aussi au pic du Midi. Vous avez ici la mesure de la quantité de dioxyde de carbone en parties par million, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous avez des points bleus. Avant 2015, on faisait la mesure une fois par semaine dans des bouteilles, on les envoyait dans des spectrométries de masse et on mesurait la quantité de CO2 contenue. Et donc chacun des points est un peu bruité.
Et puis à partir de 2015, on l'a fait de façon continue, donc c'est la courbe rose ici que vous voyez osciller. Donc l'oscillation elle-même, elle dépend de, bien sûr, les saisons. Hein. Été ou hiver, la quantité de CO2 est différente, hein, à cause du développement des feuilles au printemps, etc. Mais la partie qui est vraiment importante, c'est vraiment l'augmentation systématique, linéaire, du CO2 depuis ce temps-là. Alors je vous rappelle que la COP 21, c'est 2015, hein, donc on est là. Et depuis 2015, il n'y a strictement aucune différence dans l'évolution du CO2, hein, qui continue d'augmenter de façon strictement linéaire. Hein. Donc ça, c'est le résultat de la mesure que l'on fait au Pic du Midi et dans d'autres montagnes dans le monde de l'évolution du CO2, donc de l'impact de l'humanité sur cette tendance. Et puis on fait des mesures chimiques d'autres gaz à effet de serre. Donc, vous savez, le gaz à effet de serre, c'est tout gaz qui a plus de 3 atomes dans une molécule. Le méthane, il a 100 fois plus de puissance d'effet de serre que le CO2, hein, puisqu'il a 5 atomes. Et vous avez la mesure du Pic du Midi en CO2, en méthane et en monoxyde de carbone. Donc on mesure toute une série de métaux comme ça au Pic du Midi, dans cette évolution climatique. Et donc on nourrit les modèles du GIEC grâce aux observations qu'on fait au Pic du Midi. Et puis tant qu'à faire ça, on fait aussi énormément de mesures différentes, notamment des mesures de polluants purement humains, ceux-là, hein, donc vapeur de mercure, des oxydes d'azote, l'ozone. Alors cette ozone-là, c'est l'ozone que mesurait Nansouty, c'est l'ozone troposphérique. Donc les mesures de Nansouty, elles sont là, hein, 1870, et puis on voit qu'à partir du moment où on commence à avoir des voitures, ça monte jusqu'en les années 90. Et à partir des années 90, les lois internationales obligent d'avoir des pots catalytiques un peu partout, et à ce moment-là, ça commence à baisser. Donc vous voyez l'impact d'une mesure globale respectée par tout le monde au niveau mondial. Alors évidemment, ça ne baisse pas beaucoup parce qu'on construit de plus en plus de voitures. Mais en réalité, les lois fonctionnent. Hein. La quantité d'ozone baisse avec le temps, depuis les années 2000, donc depuis ici, prolongement, ça marche bien. Donc c'est une source un petit peu d'espoir pour les autres activités humaines. Donc la pollution humaine globale est mesurée au Pic du Midi. On mesure aussi ce qu'on appelle les aérosols. Et par exemple, dès qu'on a une pluie orange, vous savez, la poussière saharienne qui nous arrive de l'air tropical et qui nous retombe dessus, eh bien, cette poussière, on peut mesurer la quantité de césium-137 qu'elle contient, et on s'aperçoit qu'il y a 10 fois plus de césium-137 dans la poussière saharienne que dans le milieu naturel européen, tout simplement parce que ce sont des pollutions qui proviennent des essais nucléaires français dans les zones sahariennes. Hein, c'est ça qu'on mesure ici. Un facteur 10 au-dessus des normes habituelles. Alors il n'y a aucun problème de santé, hein, mais ça montre juste qu'on est suffisamment sensible pour pouvoir faire ce type de mesure. On a mesuré aussi les premiers éléments césium-137 qui venaient de Fukushima, 6 mois après la catastrophe japonaise. Au Pic du Midi, on a mesuré les premiers atomes de césium qui provenaient de Fukushima. Et on mesure aussi toutes sortes d'autres objets, et notamment les microplastiques qui ont été découverts au Pic du Midi. Hein, donc on a ici des modèles d'évolution de ces microparticules, hein, quelques microns, qui sont dans l'air et qu'on inhale en permanence, et qui ne sont pas très nombreuses, hein, quelques particules par mètre cube, mais qui existent et qui proviennent directement de nos activités humaines. Voilà, donc le Pic du Midi sert vraiment à nous en apprendre davantage sur l'impact que nous, espèces, nous avons sur notre environnement, et ainsi que sur la physique de l'atmosphère. Alors ici, on étudie ce qu'on appelle les sylphes en français, on utilise plutôt les sprites, qui sont des phénomènes lumineux au-dessus des orages. Vous avez ici ces gigantesques décharges électriques au-dessus des orages. Donc vous voyez, la troposphère, elle est là. Et au-dessus de la troposphère, jusqu'à une distance de 100 km, vous avez des éclairs qui remontent vers l'ionosphère pour rééquilibrer les différences de charge entre l'atmosphère basse et l'atmosphère haute. Alors ça a été redécouvert dans les années 90 et c'est une observation courante que l'on fait au Pic du Midi. Et enfin, toutes sortes de sciences montent au Pic du Midi pour tester l'impact de l'évolution du climat. Par exemple, ici, vous avez des espèces d'ectothermes qui vivent in situ
et on essaie de voir quel va être l'impact de l'évolution de l'isotherme qui va faire monter les espèces de la plaine vers la montagne et voir quel va être le conflit de niche écologique entre les espèces de plaine et les espèces de montagne. Vont-elles disparaître? Les espèces de plaine vont-elles s'adapter? Donc on fait des études physiologiques au pic du Midi en montant les différents types d'ectothermes et en faisant des mesures physiologiques adaptées. Et puis enfin, on construit la science du sommet par l'agrandissement des thèmes de recherche en accueillant des chercheurs dans ces tout nouveaux bâtiments ici, dans lesquels les chercheurs peuvent monter, faire des ateliers scientifiques, se former à la recherche, les étudiants, étudier les télescopes, dormir sur place. Et c'est un petit peu la science du temps long qui a un petit peu disparu dans le domaine. On se donne le temps d'observer bien davantage notre milieu extérieur et on le fait in situ. Et c'est un petit peu, non pas utiliser le pic du Midi pour faire de la science, mais faire de la science depuis le pic du Midi et donc développer la dimension autre. Alors c'est un domaine qui a beaucoup existé. On a déjà fait beaucoup de congrès au pic du Midi. Vous avez ici cet exemple d'un congrès en botanique qui était un très grand domaine d'études dont je n'ai pas parlé, mais qui a été un des grands domaines de recherche du pic du Midi, notamment en microbiologie de la botanique. Vous avez ici le congrès de Solvay qui a eu lieu à Bagnères en 1953, qui a décidé de l'abandon des hautes montagnes pour faire de la physique des particules et qui a créé le CERN. Et vous avez ici un exemple de congrès international de ciel étoilé, ici, où les réserves se sont regroupées. Alors, le futur du pic du Midi, il peut aller dans toutes les directions. Par exemple, on a découvert récemment que le bâtiment interministériel, celui qui pilote le grand pylône ici de télévision, contient en fait à l'intérieur du bâtiment les murs pour un grand télescope avec un dôme de 10 mètres de diamètre qu'on avait complètement oublié. Donc c'est juste en allant chercher les plans de ces bâtiments qu'on s'est aperçu qu'on pouvait fabriquer un télescope grand ici au pic du Midi. Et donc pourquoi pas, alors aujourd'hui c'est pas à l'ordre du jour, mais pourquoi pas dans le futur développer cette science et pouvoir l'observer. Et donc le pic du Midi est le premier et le plus ancien observatoire de haute montagne. C'est un patrimoine vivant, j'espère que je vous l'ai démontré ici par la science qu'on y fait. Et c'est une montagne iconique qui est davantage qu'une montagne faite pour la science. C'est une montagne qui nous permet de nous rencontrer au sommet. Quand je dis nous, ce sont les différentes communautés. Le pic du Midi, c'est un paysage, bien sûr, c'est une empreinte sur la montagne, on le voit de loin, on le voit de l'extérieur, et il représente, il a une forte charge symbolique pour les populations du sud-ouest, qui l'ont occupé et qui l'ont soutenu pendant des années, et en particulier la dimension touristique. Alors je l'adresse ici parce que le pic du Midi a été menacé pendant toute son histoire, à différentes périodes, et à chaque fois, c'est le tourisme qui a permis au sommet de survivre et de se développer. Et aujourd'hui, vous voyez ici, c'est l'hôtellerie de Sancourt, c'est le premier hôtel d'altitude du monde qui permettait de financer la station Plantane qui est juste derrière, qui est la première station météorologique. Le sommet du pic, il est là-haut. Et ici, vous avez, si vous faites un zoom sur l'image, vous avez des visiteurs qui sont montés à pied. Et là, il y a l'horaire de visite, on est en 1920 ici. Vous voyez, le tourisme a toujours existé. Et aujourd'hui, le tourisme est la raison pour laquelle le pic du Midi continue de fonctionner. C'est un site qui survit grâce à cet investissement des communautés. Au pic du Midi se rencontrent la culture, les sports, les arts, les sciences bien sûr, et tout ce petit monde échange au sommet et permet de s'enrichir et d'échanger pour pouvoir se développer avec l'exemplarité des autres domaines. Dernière étape, pour pouvoir continuer de poursuivre cette aventure, nous avons décidé de protéger cette dimension universelle exceptionnelle du pic du Midi au patrimoine mondial. Alors vous savez très bien ce que c'est que le patrimoine mondial aujourd'hui. Un petit vidéo teaser, j'espère que ça a marché ça.
Voilà, donc le pic du Midi est un site que l'on est en train de protéger. Et ce sont tous les partenaires du pic du Midi qui se sont embarqués dans l'aventure. C'est l'Université de Toulouse, qui est l'affectataire du sommet, donc celle qui gère le sommet, et c'est le concessionnaire actuel, c'est-à-dire le syndicat mixte de valorisation du pic du Midi, qui, lui, apporte, par son modèle économique positif, la dimension d'ouverture au grand public. Et donc c'est la combinaison de ces deux partenaires qui permet de mener ce projet et de le mener, on espère, jusqu'à l'inscription du pic. Alors quand vous fabriquez un patrimoine mondial, vous devez définir un périmètre. Donc vous avez ici le périmètre du sommet, donc le pic du Midi qui est ici, et on fait passer le périmètre par toutes les crêtes qui contient tous les attributs physiques qui permettent de défendre le pic du Midi en tant qu'objet qui a une valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire à la fois les accès, ce qui nous permet de monter, les téléphériques, les anciennes sites patrimoniaux, et bien sûr l'aspect sommital, le paysage pastoral autour, le paysage bâti et le paysage de haute montagne. Et puis vous avez une zone tampon qui nous permet de contrôler un petit peu la dimension la valeur universelle exceptionnelle sur une surface un petit peu plus grande pour éviter d'être submergé. Donc vous avez ici une description un petit peu linéaire du périmètre du pic du Midi. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ici c'est la source d'eau du pic du Midi, vous avez la terrasse, et vous avez toute la vue des Pyrénées, versant sud. C'est le versant qu'on regarde vers le sud, et vous avez ici tous les unités paysagères. Le pic du Midi est totalement protégé d'un point de vue naturel. Toutes les zones autour du pic du Midi appartiennent à des sites classés. Donc vous avez des sites classés, des sites qui appartiennent au Parc national des Pyrénées, et des zones Natura 2000, qui nous permet immédiatement de démontrer au patrimoine mondial que le site est totalement protégé. Et bien sûr, vous avez ici l'intégralité des activités du sommet, à la fois les activités d'ouverture au grand public, qui permettent de soutenir financièrement le sommet, et les activités scientifiques, bien entendu, et les compétences techniques nécessaires, à la fois du côté grand public et du côté scientifique, pour pouvoir faire tourner toutes les activités de la montagne. Et donc cet ensemble de compétences se sont regroupées pour mener à bien la gestion du sommet, gestion qui est faite d'une façon tout à fait magistrale depuis maintenant une vingtaine d'années. Ça fonctionne très bien, je m'entends très très bien avec le grand public. On nous demande de faire très attention à la manne et à la quantité de touristes qui vont envahir le sommet ou qui vont envahir un bien patrimonial UNESCO. Il y a souvent un effet UNESCO qui est très fort. Et nous avons ici la densité du nombre d'accès au sommet par les routes en fonction du nombre de personnes. Vous voyez, c'est une carte de couleur en chaleur. Donc plus c'est jaune, plus il y a de personnes qui empruntent le sommet. Mais de toute façon, le nombre de personnes qui montent au sommet est toujours beaucoup plus faible que le nombre de personnes qui empruntent le téléphérique. Et c'est ça qui définit la quantité de personnes qui peuvent aller au sommet. On ne peut pas accueillir plus de 150 000 personnes par an au sommet du pic du Midi. On ne pourra jamais accueillir plus que ça parce que le téléphérique nous empêche de le faire. On est vraiment limité par ça et on l'a fait exprès. Pour qu'on puisse continuer à utiliser le pic du Midi en tant que site scientifique, c'est vraiment l'objet du patrimoine mondial. Et vous avez ici, alors ça c'est les Hautes-Pyrénées, c'est le département des Hautes-Pyrénées. En bleu, vous avez la couverture de la réserve internationale de ciel étoilé. Et vous voyez, on retrouve le périmètre du pic du Midi au centre, la zone tampon, le parc national. En bleu foncé, c'est la zone de cœur de la réserve, et en bleu clair, c'est la zone tampon. Donc toutes ces régions-là sont des régions qui font un effort énorme pour couper leur éclairage pendant la nuit, pour réduire l'impact de l'éclairage sur l'environnement du pic. Et je vous en ai fait la démonstration tout à l'heure en vous montrant le petit film. Vous voyez, toutes ces zones-là coupent la luminosité pendant la nuit, et c'est très très efficace. Vous avez ici un exemple, je ne sais pas s'il y a les deux, voilà, de l'évolution dans le temps, avant et après. On va recommencer. Donc, avant, ça ressemble à ça, et aujourd'hui, ça ressemble à ça, et on ne fait que progresser dans la réduction de la pollution lumineuse, et je vous assure que c'est pas évident. Dans le monde, il y a un endroit où ça marche, c'est ici.
La réduction de la pollution lumineuse, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à atteindre, et donc c'est très compliqué. Et aujourd'hui, si on peut admirer ces magnifiques paysages nocturnes, qui sont une qualité à la fois pour l'astronomie, mais également pour le développement du tourisme nocturne et du tourisme de nuit, c'est une des conséquences du travail scientifique du Pic du Midi, qui a permis de développer cette dimension nocturne de l'émerveillement sur le ciel et la chaîne des Pyrénées. Vous avez ici le pic de Gavarnie, ici, et avec la Voie lactée qui s'éclaire. Et donc vous avez ici un exemple de la nuit qui se couche au Pic du Midi, dans 3 endroits différents, en plaine, en ville et au Pic du Midi. Oups, voilà. J'ai l'impression que ça c'est pas grave. Allez, je m'arrête là. Je finis en disant que le Pic du Midi n'appartient pas qu'aux scientifiques, ça appartient à tout le monde. Comme on fourfoie ces images, une très récente et une qui date de l'hiver dernier où la flamme olympique est montée. Vous avez ici, c'est Bernard Hinault, ici c'est un champion olympique, qui sont venus prouver de façon directe que le Pic du Midi est un objet emblématique qui appartient à tous et que nous devons préserver pour l'avenir des générations et pour nos enfants. Et je vais m'arrêter là, et je vous remercie. J'ajoute juste que vous pouvez récupérer des posters et des cartes postales qui sont devant et que j'ai amenés pour vous. Donc n'hésitez pas, venez et servez-vous. On va les mettre à la buvette. Bonsoir et merci pour cette belle présentation du Pic du Midi. Je voulais savoir un petit peu concernant vos travaux plus personnels, si vous pouvez nous parler ce que vous avez étudié, donc si c'est en lien avec le soleil ou autre chose. Et peut-être que ce sera une question qui fera référence, mais vous nous avez parlé de la couronne solaire, notamment de la différence de température par rapport à la surface. Je voulais savoir s'il y avait pour l'instant des hypothèses sur ce phénomène. Merci. Alors, je ne peux pas répondre à votre question parce que ce n'est pas du tout mon domaine thématique. Je suis spécialisé en cosmologie observationnelle, en objet très lointain de l'univers, et je n'utilise pas les télescopes du Pic du Midi pour ma recherche. Et donc, en fait, mon domaine de recherche est tout à fait non relié avec mon domaine de fonction officielle administrative, qui est la direction du Pic du Midi. Donc c'est pas du tout ça. Mais pour répondre à la question, je pense que Luc, qui est derrière, doit parfaitement pouvoir répondre à ces questions-là. Merci. Bon, on surveille la couronne solaire. Il s'avère qu'au Pic, on ne fait pas de mesure de température de la couronne, mais effectivement, il y a des gens qui sont spécialisés sur un peu la théorie de ça, en particulier celui que tu évoquais tout à l'heure, qui est l'inventeur de vision. Et donc, sur la couronne, il y a des mécanismes qui ne font pas encore consensus dans la communauté scientifique, mais il y a les reconnexions magnétiques qui, à ce moment-là, chamboulent la structure du champ magnétique, font apparaître par induction beaucoup de courants électriques, et ces courants électriques, par effet Joule, chauffent. Bon, donc ça, c'est une des grandes pistes, et elle n'est pas toute neuve. Bon, on parle aussi d'ondes de choc. Alors là, par contre, effectivement, des images du coronographe permettraient peut-être de mettre en évidence la présence de ces ondes de choc. Et voilà, c'est dans cette direction-là qu'on cherche. Les ondes de choc, ça peut être engendré par des reconnexions, ça peut être aussi parce que il y a les éruptions de masse coronale, les fameuses EMC, donc qui peuvent être corrélées à ce genre de choses. Voilà. Bon, c'est un sujet encore compliqué, il y a plusieurs pistes et le consensus n'est toujours pas présent dans la communauté scientifique. Voilà. En tout cas, c'est un beau mystère. Le maximum de température dans la couronne est d'environ 3 millions de degrés. Et voilà. Et puis, le minimum est 4300, le sommet de la photosphère par définition. Voilà. Ça répond à votre question. Je suis très content d'y avoir répondu quand même.
Bonjour, merci pour cette présentation. Tout à l'heure, vous avez parlé de la spectroscopie, je crois. Et je voulais savoir comment ça fonctionnait pour comprendre, pour avoir toutes les données qu'on peut recevoir des objets. En l'occurrence, que ce soit la masse, la composition chimique, l'âge de l'objet, en l'occurrence. Alors, une étoile, c'est un objet qui brille et qui émet de la lumière de deux façons différentes. D'une façon purement mécanique, c'est-à-dire que les atomes s'entrechoquent et produisent de la chaleur, et cette chaleur émet de la lumière. Et la forme de la distribution de lumière en couleur, donc en fait l'arc-en-ciel de l'étoile, qu'on appelle le spectre, vous donne la température de l'étoile. Ensuite, dans l'atmosphère de l'étoile, vous avez des atomes qui sont des atomes principalement d'hydrogène, mais vous avez aussi des impuretés, qui sont des atomes un peu plus lourds. Et ces atomes vont absorber une partie de la lumière, qui vont se représenter dans le spectre sous forme de petites raies d'absorption. Toutes ces raies d'absorption, dans votre spectre, vous pouvez les observer avec votre spectre, et c'est un petit peu, en quelque sorte, le code génétique de l'étoile. Ces absorptions vont vous dire quelle est la composition de son atmosphère, quels sont les atomes, les impuretés que vous allez pouvoir mesurer, quelle sont la densité d'électrons contenus dans ces zones-là, à quelle hauteur dans l'étoile elles ont été mesurées. Tout ça, c'est à la surface de l'étoile. Et aussi, quelle est ce qu'on appelle le G, c'est-à-dire l'attraction gravitationnelle à la surface de l'étoile. Et ces paramètres vous permettent de les corréler avec des modèles qui vont vous dire, puisque vous observez ça, votre étoile elle a tel âge, elle a telle masse, et elle a à peu près telle partie dans sa vie. Et donc ça vous permet de reconstituer toute une partie de la vie de l'étoile, uniquement en observant ce spectre émis. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que ça fonctionne aussi du coup avec les autres types d'objets, les galaxies, nébuleuses Alors les galaxies, ce sont des objets qui sont très très différents. Et donc la physique que vous allez mesurer dans ces objets à partir de spectres va être très différente. Les galaxies, c'est un ensemble d'étoiles, donc vous n'allez pas avoir une seule étoile, vous allez avoir 100 milliards d'étoiles que vous observez en une fois, intégrées. Et donc la lumière de votre galaxie, la forme du spectre, vous dira plutôt quel type d'étoile vous avez dans cette galaxie, quel est leur âge moyen, quand a été la dernière sursaut de formation d'étoiles. Donc vous allez plutôt étudier l'histoire de la galaxie. Pour les nébuleuses, je ne sais pas ce que vous appelez nébuleuses. Est-ce que ce sont des nébuleuses qui sont dans notre galaxie, gazeuses? Oui, par exemple. Parce que les nuages de gaz que l'on observe autour de nous, notamment dans les objets Messier, ce sont des nuages de gaz dans notre galaxie. Et là, quand vous allez mesurer les spectres dans ces objets-là, souvent vous allez avoir des émissions atomiques qui vous diront quelle est la quantité d'électrons et leur température que vous avez à cet endroit-là. Et donc vous saurez que vous avez des étoiles qui ont été très très brillantes, qu'on appelle les étoiles en ultraviolet, OB, qui ont ionisé le milieu autour de votre zone, et donc vous allez reconstituer un petit peu les conditions physiques de l'univers à cet endroit particulier de la galaxie, dans la nébuleuse. Donc ça dépend vraiment de l'objet que vous observez. La spectroscopie, c'est vraiment l'outil physique qu'utilisent les astronomes pour extraire l'information et nourrir les modèles interprétatifs et les théories. Beaucoup plus que les images. Hein. On utilise très peu les images en astrophysique. Juste une question, je la pose comme ça? Non. Oui, pardon. Après avoir vu Gisèle l'exposé tout à fait assez magnifique pour voir tout ce qui se passe là-haut, c'est comment faire pour un petit, pour un jeune, pour un jour peut-être participer à cette aventure incroyable, de fabriquer des machines ou d'observer les étoiles au pic du Midi. Au pic du Midi ou en astronomie en général? Le pic du Midi, c'est un site d'observation qui a besoin d'énormément de compétences différentes. Quand on travaille dans un laboratoire, on a besoin de compétences très différentes, très diverses, à tous les niveaux techniques et scientifiques imaginables. Et chacune des compétences est appliquée à un domaine particulier. Donc au pic du Midi, par exemple, quand on a besoin de construire un nouveau télescope,
L'astronome, il sait qu'il veut observer quelque chose, mais il va avoir besoin d'un opticien pour définir le télescope qu'il va construire. Donc on a besoin des compétences d'un opticien. Et ça, c'est une école d'optique. Donc on va recruter un opticien qui a fait ce métier-là. Et puis l'opticien, lui, il ne fera pas tourner le télescope, il ne va pas le définir d'un point de vue mécanique. Donc on va avoir un mécanicien qui va faire les plans mécaniques. Et donc on va avoir besoin d'un mécanicien. Et puis on va avoir besoin d'un informaticien qui va faire tourner le télescope et écrire les programmes qui nous permettent de l'utiliser. Oui, c'est 3 métiers. On va avoir besoin d'un électronicien qui va mettre en œuvre les moteurs et les télépiloter. Donc, vous voyez, ça fait 4-5 métiers. Et là, je pourrais en énumérer une dizaine. Et tous ces métiers-là, on les a besoin de différents niveaux de compétences. Et donc, les métiers de la recherche, c'est un monde extrêmement riche et divers qu'on regroupe au sein d'un laboratoire, comme le Pic du Midi, et sur lesquels on va s'appuyer pour contribuer au travail de recherche fondamentale du laboratoire. Et donc, la réponse est faites des études, des études techniques, ou même des études comptabilité. On a besoin de comptables aussi. On a besoin de gens qui vont accueillir les visiteurs, on a besoin de gens qui ont besoin de déneiger. Et ensuite, venez nous voir, nous, ça nous passionne. Et regardez, quand on recrute, ça arrive. Il y a 35 personnes qui travaillent pour le Pic du Midi, du côté de la recherche. Sur ces 35 personnes, il y en a 13 qui sont en pleine et qui font des travaux en appui au Pic du Midi et qui travaillent à Tarbes. Et puis il y en a 22 qui ne travaillent qu'au sommet. Et eux, par équipe de 5, ils se relaient et ils observent pendant une semaine et ils font tourner le sommet d'un point de vue scientifique, à la fois du côté aérologie et du côté astronomie, et ils font tout. Voilà. Et donc ces 20 personnes, là, elles partent à la retraite, il faut les remplacer. Donc, enfin, pas toutes, mais régulièrement. Alors, on va prendre la dernière question là avant que ça se redéclenche, et on continuera la discussion après. Vous avez montré que vous pouvez observer d'en haut du pic le réchauffement climatique. Est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur les observations qui sont faites en haut, en positif ou négatif? Oui, ça change la météo. Voilà. On ne sait pas encore trop dans quel sens, mais on sait que les conditions météo actuelles ont évolué par rapport aux précédentes. D'abord, il fait plus chaud. Et donc, par exemple, cet été, l'instrument du télescope de 2 mètres a augmenté de 2 degrés, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à le refroidir. Il faisait trop chaud au Pic du Midi. On n'avait pas prévu qu'on aurait des canicules aussi sévères à 3 mm. Et donc, ça a un impact direct sur notre capacité à détecter des planètes qui tournent autour des étoiles, quand ça arrive. Ça déstabilise complètement notre finesse de mesure. Et donc oui, ça a des conséquences, bien sûr. Alors on s'adapte, on s'adapte. Mais ça, c'est sur la dimension de mesure directe. Et après, il y a la météo elle-même. On peut être dans un nuage, non. Ou peut-être que ça va considérablement améliorer les statistiques d'observation du Pic du Midi. Si on se transforme dans un pays qui devient tropical sec, à ce moment, on aura 200 nuits claires par an et on deviendra un site d'observation majeur sur Terre. Voilà. Et on développera énormément les observations. Et un télescope de 10 mètres. Et un télescope, voilà, de 10 mètres. Donc merci beaucoup Rémi.